Salut Pierrot! Salut, comment Alors, vas-tu? alors, en fait, on s'est promis de se faire des petits calls un peu tous les 2-3 mois. Avec plaisir. Et c'est sympa. Et donc, aujourd'hui, alors il y a la guerre. Au début, en fait, je t'avais dit, viens, on va parler de la guerre. Mais en fait, je suis pas très motivé pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il y a énormément de censure. Je sais pas si tu as remarqué la campagne de censure qu'il y Ah a ouais, sur. à fond, c'est logique. C'est d'une violence folle. Deuxièmement, ce qui m'a. Donc, ils sont violents avec les TikTokers, les YouTubers, les machins. Ça passe vraiment en mode hardcore. Donc, Ouais, déjà, ouais, puis on ne sait pas ce qui se passe, hein, vraiment. ouais, donc, pas aller les faire chier, je pense, inutilement. Deuxièmement, il y a une campagne de submergement des réseaux avec de la désinformation. En fait, sa stratégie service secret classique, une fois que la vérité est sortie, il faut submerger avec 100 vérités différentes de manière à ce que tout le monde soit paumé. En 30 C'est ans, clair. de médias, j'ai jamais vu une campagne pareille en volume. Il y a des dizaines de milliers de comptes partout, sur tous les sites qui sont activés. Écrits, TikTok, YouTube, machin, ça, il y en a dans tous les sens. Tout est faux, plus En fait, personne. on découvre qu'en fait, la plupart des cons avec qui tu discutes sur Internet, en fait, c'est des robots Ouais, ouais. dans des serveurs à Tel Aviv. Non, non, mais c'est un truc de fou, la masse Ouais, voilà, ouais, d'infos. Donc, du incroyable. coup, je pense que le principe de précaution, ça consiste à se dire, bon, je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais Et pas c'est pas nous qui bien. allons changer quoi que ce soit, de Ouais. toute façon. Donc je me suis dit, c'est pas un sujet très intéressant. Par contre, en géopolitique, avant, et donc je me suis dit, on va parler perso d'homme 2.0, de trajectoire de vie, parce que tu as quand même une vie riche. Parce que, riche, tu as plein de choses à apprendre aux gens à survivre. Je voudrais que tu en parles, je voudrais que tu apprennes, je voudrais que tu nous parles un peu plus de toi, comment tu t'es développé, comment tu es arrivé à réussir dans la vie, parce que comment à l'intérieur ça se passe dans ton cerveau, donc je pense que ce sera plus utile qu'aller déblatérer des conneries sur toutes les guerres. En plus, ce qui est assez amusant, c'est que maintenant en Russie, ils peuvent taper sur l'Ukraine, puis il n'y a plus aucun message. C'est tellement submergé qu'il C'est n'y a plus fini. aucun message. Donc le mec, il est en train de bourriner, comme a priori. Ah, quand tu attaques la maison mère, c'est sûr que la filiale, tu la sacrifies, hein. Tu la Ouais. jettes. Ça, c'est clair que là, Et tu parles l'Ukraine, qu'il a c'est fini. balancé 1000 missiles l'autre nuit, plus aucun, même pas une vidéo. J'ai même pas vu passer une vidéo sur les. Il a envoyé la sauce peinard, donc je me suis dit, ça sert à rien. Par contre, Même la propagande russe, elle a pris ouais, congé. Je pense qu'ils sont partis en vacances, ils n'ont plus besoin de ouais, bosser. Que j'écoute les deux côtés, évidemment. Et là, depuis 2 jours, ouais. ils disent ouais, bon, on s'en fout, on a pris des vacances. Ah, c'est assez hallucinant. Mais par contre, la dernière fois, on avait parlé, je ne sais pas si tu te souviens, qu'il y avait entre 150, 170 et 200 000 tonnes d'or et qu'il n'y en avait que 20-25 000 officiels. J'ai eu des infos là-dessus. Parce que ça me turlupine, ce sujet. Euh, on a parlé de ça, et parce qu'en fait, c'est la même chose dans le diamant, c'est la même chose dans le Bitcoin, en fait. En fait, à chaque fois, tu as les trois actifs, comment dire, un peu hors système, tu as toujours un mec à l'intérieur qui en détient une partie considérable, qui est capable de bouger le cours et de faire ce qu'il veut. Ouais. C'est assez chelou. Et la question, c'est qui? Alors, j'ai du mal à avoir une évaluation des diamants parce qu'en fait, ils sont retirés, on ne sait pas bien, on sait qu'il y a 80%, 80% de la production qui n'est pas sur le marché. On a du mal à évaluer la market cap du diamant officiel, mais a priori, il y a quelques trillions en pierres précieuses diamants. Ça, on sait qui contrôle. Le VTC, on ne sait pas, mais enfin, a priori, c'est américain, la NSA. Mais l'or, on avait parlé de ça la dernière fois. L'or, il y a 150 à 200 000 tonnes qui se trimballent. Donc, Mhm. il y avait 7 000 tonnes d'or en Russie, on avait parlé de ça, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, qui avaient été expédiées quand ils ont buté les tsars. Et il semblerait qu'il y a un énorme stock d'or que les Japonais ont cherché pendant la Seconde Guerre mondiale qui était planqué aux Philippines, Hmm. qu'ils n'ont jamais réussi à trouver. Et figure-toi que j'ai retrouvé un petit bout de cet or. C'est de l'or espagnol. C'est chez toi? Ah Euh, oui, bon, on en a chez nous, oui, oui. c'est Alors, chez... c'est où? C'est dans les ports francs? Non, non, après, c'est dans les bunkers en Suisse. Ah, Il y a des bunkers en Suisse. lequel? Parce que je les connais, les bunkers en Suisse, mais Je lequel? sais pas combien, on ne sait pas combien il y en a, mais par contre, Ah, il semblerait qu'il y ait énormément de cet or, et par contre, je ne sais pas qui. Donc, j'ai fait un début d'évaluation, 170 000 tonnes d'or, donc ça fait ah, 1,7 ça, million, c'est énorme. 17 millions de kilos d'or à 100 000 balles, on est en train de parler de 17 trillions. Hmm. Donc, quand on dit que Elon Musk est l'homme le plus riche du monde avec 400 patates, 400 milliards, non, il y a quelqu'un, j'ai toujours eu cette vision. Tu sais, énergétiquement, j'accède à des sources.
économique et financière, j'accède pas aux militaires, j'accède pas aux politiques, j'accède pas aux spirituels, j'ai pas trop de flash. On m'envoie quelques trucs, mais je suis pas connecté à ces. Par contre, je suis très très connecté à l'intelligence, alors, au système économique, financier, capitaliste, monétaire. Et j'ai toujours eu l'image, une espèce de vision, qu'il y a des mecs, il y a une bande de mecs, ils ponctionnent partout sur les États, ils collectent vers les impôts, donc il y a de la dépense publique, mais ils ponctionnent peut-être la moitié de la dépense publique dans des faux contrats qui détournent. Mais j'ai toujours eu la vision que, un, il y avait des projets qui étaient réalisés, on ne sait pas quoi, des arbres, des machins, des trucs, peut-être des villes souterraines, ça commence à sortir aux États-Unis, toute une, un truc souterrain, c'est pas trop quoi. Et l'autre moitié était transformée en or. J'ai toujours eu. Et là, des infos récemment, deux trucs différents qui sont venus me confirmer. Il y a un groupe d'hommes qui extrait la valeur. Parce que on est dans un système économique complètement papier, en fait, qui n'existe pas, en fait. Il existe c'est des zéros et des 1. Et, et, et surtout pour le Covid, si tu veux, avec quoi ils tiennent? Quoi ils tiennent les gens? Comment tu convaincs 100 dirigeants sur la planète de foutre en l'air leur population et les picos et tout le merdier? Donc tu me disais, il se disait qu'à chez toi, toujours, à la BIS, il y avait un second système financier pour les riches. Ils se disaient ça. Les très riches, on en a eu un exemple, d'ailleurs, c'est écrit sur le site de la BIS, d'ailleurs, que tu peux lire si tu le consultes. En tout cas, moi, je le consulte. Ils sont littéralement en train de créer deux systèmes financiers, un interconnecté pour les CBDC entre toutes les banques centrales du monde pour que les gueux, nous, le peuple, on puisse s'emparer de leur merde numérique. Et de l'autre, ils ont créé un espèce de système avec une valeur mondiale pour les très riches, les banques centrales, les gros players, en fait, avec une autre type de CBDC, un autre réserve de valeur, un autre système monétariste, en fait. Donc, ils travaillent bien sur deux systèmes. Donc, on parle de complot, mais non, c'est écrit noir sur blanc sur la BS. Donc, j'ai toujours pensé au début que, voilà, il y avait ça, mais ça me grattait cette histoire d'or, on en avait parlé. Et là, vraiment, je pense il y a une bande ou deux. C'est pour ça que avant de démarrer nos vies perso, je voulais parler de ça avec toi parce qu'on a déjà parlé de ça aussi. On a tous ce sentiment qu'il y a deux factions qui s'opposent et on ne sait pas où Mhm. mettre la Chine. La Chine est très très bizarre. On voit qu'il y a probablement deux factions. Et je ne sais pas si ces deux factions contrôlent chacun une partie de cet or ou qu'il n'y a qu'une seule faction. Je ne sais pas comment ça marche encore, je ne sais pas si on saura un jour, mais je sais quasi maintenant avec certitude qu'il y a un mec qui extrait la valeur du système économique mondial, qui la vole en fait via les États, et qui la transforme en or, et qui la planque en Suisse et dans des bunkers. Ça, j'en suis quasiment sûr. Et alors, la dernière fois, pour revenir sur toutes nos conversations passées, c'est pour ça que je fais un peu la jonction et que je fais une petite synthèse, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas Mhm. vu, je Mhm. mettrai les liens des vidéos dessous. On en est à la troisième ou quatrième conversation. Le rôle de la Chine, la Chine a fait des trucs bizarres en fait récemment. Quand elle a envoyé des avions en Palestine, tout d'un coup, ils sont eux qui ferment leur gueule tout le temps. Ils sont sortis nulle part, ils ont dit toi, juif, si tu touches à mon avion, c'est un acte de guerre, je t'éclate ta gueule. C'est à peu près comme ça qu'ils ont parlé personne non plus n'ose parler sur Terre comme ça aux Israéliens, en étant sérieux, en ayant les moyens de faire. Ils se sont quand même adressés de manière assez violente en Palestine. Euh, je me suis demandé pourquoi. Et en fait, quand tu vois que l'Iran, la Chine achète 70% du pétrole de l'Iran. Euh, Clairement, Israël a attaqué l'Iran. Je pense vraiment qu'on a fait Trump. Vérifie Et je vérifie le pourcentage parce qu'en fait, il y a deux données là dans ce que tu viens de dire qui sont à vérifier. C'est quel est le pourcentage de l'Iran qu'achète la Chine et combien représente ce pétrole iranien dans le ouais, pourcentage total ouais, ça on peut de la faire. Chine. Tout à fait d'accord. Mais on commence à se voir dessiner un axe en fait. Un axe avec l'axe Russie, Chine, Iran, bouffent pas au même râtelier. Il y a C'est quand même une clair. espèce de combat de chef. Il y a deux factions, je pense. Parce qu'on a la chance de demander, toi tu disais oui, Israël, c'était probablement associé avec la Chine qui a fermé la porte après, ils avaient construit des villes vides pour recevoir Israël. Ouais. Je suis pas sûr. Alors, la Chine, le premier importateur de pétrole en Chine, le premier client de la Ouais, Chine pour le pétrole, c'est la Russie. Ensuite, c'est l'Arabie Saoudite.
Bizarrement, je vois pas là l'Iran. Bah, c'est pas officiel peut-être. Bon, l'Iran n'est pas un immense producteur de pétrole. L'Iran est connu pour le pétrole parce qu'il en a, mais surtout parce qu'il peut bloquer le Ouais. détroit d'Ormuz. Mais Mais en ils sont revanche, quatrième réserve au monde, je crois, 500 milliards de barils, un truc comme ça, j'ai oui, vu et puis passer. surtout, ils ont énormément de gaz. C'est comme le Qatar, les gens parlent de pétromonarchie, mais en fait, le Qatar, par exemple, c'est plus un euh, voilà, monarchie. Mais ce serait facile de trouver les informations, euh, tu vois, de oil export Iran euh, by country. Et voilà. Mais après, le problème, c'est que Internet te donne des informations, mais tu sais pas si c'est. Alors, tu vois, 40% de ce qu'exporte l'Iran, c'est la Chine. 40%, c'est beaucoup. Tu sais, imagine, t'as un client qui Ouais. représente 40% Bah, de moi, tes j'ai vu trucs. 70. Ouais. Parce qu'en fait, ils transbahutent le pétrole. Donc, je crois que c'est avant le détroit de. Enfin, avant le Singapour. Mais en fait, j'ai vu, il y a des spots où tu as des cardio fantômes. Tu as toute une flotte en fait de cardio fantômes Oui. qui remettent dans des transporteurs officiels et après, ça part en Chine. C'est un sacré merdier en fait. C'est un peu n'importe quoi. En tous les cas, pour finir le débat, Ouais, ouais. je pense pas que la Chine bouffe au même râtelier aujourd'hui que Israël. Honnêtement, Non, c'est clair, c'est clair. J'ai beaucoup d'infos j'écoute depuis une dizaine d'années. La Chine, tu sais, elle revient de loin. Elle a quand même traversé 2 siècles où elle a bouffé la merde. des pissenlits, quoi, de la merde. Elle s'est fait écrabouiller, humilier, détruire par le Royaume-Uni Ouais. et ses maîtres et ceux qui contrôlent le Royaume-Uni. Et au cours du XXe siècle, elle est partie dans l'aventure communiste. Enfin, elle a eu la guerre civile pendant 50 Bah, ans, c'était les mêmes en l'invasion fait. du Japon. Elle était de l'intérieur, hein, parce que quand tu vois Mao, ses ministres, c'est les mêmes mecs qui sont derrière le Royaume-Uni, hein. Ils étaient tous sous Et Chinois. Ouais. derrière, ouais, en gros, c'est le modèle communiste. Bref, là, aujourd'hui, la Chine a changé. Elle est redevenue souveraine. Et je pense qu'elle n'est communiste que de nom. En revanche, elle est dirigée par voilà, un groupe ou plusieurs, avec sans doute plusieurs forces à l'intérieur. Et ce groupe, il est plus lié à d'autres maîtres que ceux qui maîtrisaient le communisme. Et je pense qu'ils ont joué un double jeu J'aime bien à ton petit partir rectus. des années 90, Ouais. où lorsque Kissinger est allé les voir avec évidemment pas Trump, Nixon, et que en gros ils ont dealé avec Deng Xiaoping parce que Mao était déjà complètement pété, il était morphinomane, il était complètement là, je pourrais plus avoir de visa pour la Chine, Mao. Il était complètement déjà à l'ouest. Eh bien, Deng Xiaoping en gros a dit bon, écoutez, on va se réformer petit à petit, on va devenir l'usine du monde. C'est dans les années 90 que ça a vraiment démarré, donc ça a mis 20 ans pour arriver à transformer le deal en fait avec l'Occident en disant venez chez nous, investissez chez nous, nous on va être serviable, on va être corvéable, on va faire plein de trucs pour vous, vous allez vous gaver. Et de la même manière que, on en avait parlé la dernière fois, de la même manière que le centre du capital mondial est passé de Babylone à Venise, à Florence, à Amsterdam, à Londres et à New York, tout en toujours en laissant des traînées derrière, parce qu'évidemment, tu t'étends, tu transbahutes pas complètement. Et en gros, je pense que ce capital mondial, en gros, lui a dit, la prochaine place financière mondiale dans laquelle tu vas pouvoir t'installer, c'est la Chine, c'est Shanghai. Et donc, viens, investis. Et ce qui a été fait, et ce que j'entends, j'ai aucune idée si c'est vrai, c'est qu'en 2005, euh, le nouveau président chinois, en gros, a dit merci, vous nous avez développé. Maintenant, on est sur la trajectoire, on va jamais s'arrêter. On a appris de notre histoire, on fera plus les conneries pendant au moins 3 4 siècles. On est bon, quoi, on a compris. On a lu vos livres fondateurs, hein, on a lu vos livres et allez vous faire enculer. En gros, j'ai l'impression que la Chine, elle a lâché le deal. Et contrairement à d'autres pays qui avaient essayé de faire ça dans le passé, hein, je pense à l'Allemagne dans une période très sombre,
qui se sont fait financer par Wall Street et par le grand capital pour émerger après la Première Guerre mondiale, mais qui n'étaient pas assez forts pour envoyer tout le monde se faire enculer. Là, la Chine, oui. Et tu vois que d'ailleurs, le discours de l'Occident vers la Chine, il change à partir de cette époque-là. À partir de 2005-2010, c'est plus Ah, l'usine du monde, c'est formidable. Non, non, c'est Ah merde, c'est un concurrent. Ah merde, c'est les méchants. Ah non, 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 il faut qu'on prévoie Taïwan, ou là là. Et donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, Alors, ouais. qui est derrière et comment? Je comprends pas qui est derrière la Chine, j'ai aucune idée, je connais mal la chose. Mais en revanche, qui est derrière l'Occident, il s'est fait niquer. Il s'est fait niquer très grave, à mon avis, et il est complètement déboussolé parce que c'était un peu sa bouée de sauvetage. Et après avoir pillé l'Occident, il fallait bien qu'il aille quelque part, ce pouvoir. Et là, on vient de lui niquer sa porte de sortie. Et donc, je constate qu'il y a de plus en plus de mouvements de panique. La guerre qui a lieu en ce moment, à mon avis, c'est un mouvement de panique, hein, parce qu'elle n'est pas logique, enfin, elle est pas rationnelle d'un point de vue utilitaire. Ouais. C'est tout ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est parce Si, on pourrait qu'effectivement, dire un truc, c'est bluffant, la tactique. Autant je suis totalement d'accord, la stratégie, c'est, il n'y a pas de, y a pas de mots pour décrire, c'est quoi. Mais quelle tactique, les Israéliens, mais quels, ils sont féroces, de génie. Je veux dire, le Hamas, les il ne faut Tokiwoki, pas le oublier machin, les le cons, truc. hein, ils sont intelligents. J'admire beaucoup l'intelligence Non, mais de manière générale. Après, le problème, c'est que c'est toujours le truc, c'est que l'intelligence avec la sagesse, ça te fait faire des trucs extraordinaires. L'intelligence avec l'arrogance, elle te fourvoie, elle te fait envoyer dans des conneries. Elle te fait envahir la Russie en 1941, elle te fait conquérir la Russie en plein hiver en 1812. Bref, faut faire gaffe quand elle t'envoie combattre les Viet Cong dans le Vietnam pendant 10 ans. c'est L'intelligence, l'Afghanistan. et voilà, l'intelligence avec l'arrogance, ça te fait en fait baisser tes points de QI très vite. Bon, et donc Non, non, mais la oui, Chine. ça n'a aucun sens, ouais. Voilà, tu penses que c'est un mouvement de Donc la panique, ouais. Chine, là, elle a les cartes en main. Et d'ailleurs, elle peut se permettre de, comme tu le dis, de ne pas parler beaucoup, de ne pas vociférer. D'ailleurs, la Russie aussi, on ne l'entend pas trop. Elle dit, mais moi, j'avais dit à l'Iran qu'il fallait dealer d'une certaine manière, vous n'avez pas fait. Et la Chine, elle dit, Rien. en gros, elle dit, si vous Arrêtez butez de... l'Iran, vous êtes mort. Mais elle dit pas plus. Elle le dit de manière diplomatique et tout. Mais en gros, elle dit, voilà, tu butes pas l'Iran, c'est tout. Alors, donc, je pense qu'il y a en deçà d'un certain niveau, c'est open bar, tu peux y aller. D'ailleurs, le retour de bâton, il a l'air d'être violent aussi. Là, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui en me disant, mais tu te rends compte, ils ont bombardé les hôpitaux. Ouais. Et moi, je dis, mais comment ça, on n'a pas le droit de bombarder les hôpitaux? Il y a des hôpitaux à Gaza encore Ouais. qui sont encore, qui ont encore des murs. Bref, enfin, je dis ça, tu vois, la réalité, c'est une salope quand elle te mord les fesses, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que l'éthique, elle doit être basée sur l'universalisme. Sinon, tu peux pas bosser. Sinon, si tu as une double pensée, une double éthique, au bout d'un moment, tu vas te faire niquer. C'est pour ça que tu ne peux pas dire. C'est pour ça que le suprémacisme, qu'il soit racial, religieux ou autre, c'est une voie sans issue. La force, ça existe. L'intelligence, ça existe. La suprématie de fait, elle existe. Mais si tu vas sur l'éthique, si tu veux avoir une suprématie éthique en disant, moi, je suis meilleur quoi qu'il arrive, tu vas te faire niquer tôt ou tard, parce qu'il y a toujours plus fort que toi, il y a toujours plus intelligent que toi. Et là, la Chine, elle est en train de revenir. Alors, j'espère qu'elle sera bienveillante avec nous quand quand elle dominera, si elle dominera, parce que nous, on les a quand même, enfin nous, tu vois, tu connais l'histoire de la Bah, Chine quand même. l'opium. Ils les ont Ils se cramés sont avec pris l'opium. quand même Ouais. plus de 100 millions de morts au 19e siècle. Après, ils ont réenchaîné avec à peu près 100 millions de morts au 20e siècle, mais on les a quand même obligés à se shooter, à se cammer à l'opium. Euh, et donc, tout ce qui va avec, hein, les prostitutions des gonzesses, parce que, tu sais, on nous dit l'opium, mais derrière, il y a tout ce qu'on sait, ce qui se passe, c'est que tu fais bosser les gens pour pas cher, tu mets les gonzesses au tapin, enfin, ouais, c'est moche quand t'es un pays pauvre, hein. Et surtout quand t'es exploité par des mecs pas très bienveillants, quoi. Donc, les Britanniques, ils ont cette tendance à, quand ils te mettent au tapin, putain, ils sont violents, enfin, le monde britannique et l'anglo-saxon,
quand il te met au tapin, il est violent. C'est pas comme les Français où à la fin, ils aiment bien boire un peu un coup avec toi. On est des Non, non. romantiques, nous, hein. Ouais, les Anglo-Saxons, ils sont pas Ouais. romantiques. Faut Non. demander aux Irlandais ce qu'ils en pensent. Putain, les 600 ans d'occupation britannique en Irlande, c'est Ah, c'est très juste. Alors, tu penses, donc on est d'accord que c'est illisible. Il y a quand même une théorie que c'est pour faire revenir le Messie. Parce que moi, j'avais discuté avec un juif ashkénaze. Sa principale Mhm. peur en 2019, ça m'a un peu bluffé parce que il avait quand même vu le truc très longtemps en avance. Et sa principale peur, il dira, ça commencera par niquer Israël, en fait. Ils vont nous lâcher, ils vont nous mettre en première ligne. Et pourquoi? Il faut détruire Israël pour faire revenir le Messia. Donc on a aussi du fanatisme religieux, un petit peu. Est-ce que tu Ouais. penses que cette option est sérieuse ou pas? En tout cas, Elle, moi, en elle est, 2019, le mec avait dit, ça commencera. euh, alors, le signal sera quand ils feront en sorte que Israël soit détruit. je vais dire un truc. L'eschatologie et le messianisme, personnellement, j'y crois pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui y croient très fort. Ah, d'accord. Et ces gens qui y croient très fort, il y en a plusieurs catégories. Il y a la catégorie, je l'ai entendu aussi, les gens qui disent il faut qu'Israël aille au turbin et soit presque détruit pour Oui, que voilà. le Messie puisse arriver et Ouais. que ce soit Le sauveur. ce qui est bien pour nous sur Terre. Mais j'ai aussi entendu que il faut que le reste du monde soit détruit pour que nous puissions dominer. Alors, moi, je crois que c'est une toute infime minorité des gens qui pensent ça, parce que enfin, l'immense majorité des Israéliens avec qui j'ai travaillé dans ma vie, avec qui je bosse, c'est des gens qui sont là pour faire du business, c'est des commerçants, c'est des Ouais. ingénieurs, ils n'en ont rien à branler de tous ces trucs. Alors après, ils sont susceptibles de croire ou pas à la propagande Ou ce qui quand les ça les arrange, touche. parce que c'est des opportunistes, donc par Des, moment, des ça les fois, arrange. ça les arrange, mais des fois aussi, ils sont sincèrement effrayés. Et tu sais, moi j'entends, il faut faire la guerre avec l'Iran parce qu'ils auront des armes nucléaires depuis des années, 80, 10? ouais, à 90. Parce qu'en fait, dans les années 80, en fait, Israël aidait l'Iran contre l'Irak. Oui. Malgré le fait que ce soit Khomeini, bref, bon. Et, et à Genève, bon, j'en ai vu des trucs. Dans les années 80, on était gamins, mais des parents de mes potes étaient banquiers, ils dealaient avec l'Iran. En fait, la CIA, Israël et l'Iran, en douce, dans les coulisses, dans les hôtels de Genève, ils dealaient pour des millions de dollars à l'époque. Il n'y avait pas l'inflation comme aujourd'hui, pour des dizaines et des centaines de millions de dollars d'armement pour financer en douce la guerre au Nicaragua, mais aussi la maintenance des avions de l'armée de l'air iranienne parce qu'il n'y avait plus les ingénieurs qui s'étaient barrés lorsque le Shah s'était barré, puis ils en avaient besoin pour niquer l'Irak, qui lui était financé et équipé par la France notamment. Et, bref, donc il y avait en coulisses, beaucoup de choses se passaient alors que en façade, c'était des ennemis et qu'ils se juraient la destruction mutuelle en disant le grand Satan va mourir et Israël, qui est son suppôt, va aussi être exterminé, voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Puis derrière, en fait, ils disaient, bon, je te file du pétrole, tu me files les pièces détachées pour les F4 qui sont obligés, puis tu m'envoies des équipes d'ingénieurs sur les bases militaires pour réparer les avions parce qu'on a besoin de foutre sur la gueule sur Saddam Hussein. Et voilà, donc moi, depuis assez jeune, j'étais adolescent, j'entendais ça, j'écoutais les parents de mes potes qui en parlaient, qui étaient banquiers, qui faisaient les deals, parce que l'argent, il doit bien transiter. Eh bien, tu vois, ça m'a donné une dose non pas de cynisme, mais de détachement, et puis surtout de me dire, je crois plus à cette propagande. Je veux dire, quand on me dit, oui, mais tu te rends compte, ils vont nous bombarder, mais oui, mais tout se deal, tout s'arrange. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent à la religion et qui sont euh, influencés, influençables, ou celui qui est cynique. Tu sais, c'est Sénèque qui disait, euh, donc ce conseiller des empereurs romains, Sénèque disait, les, euh, les prêtres savent que les dieux n'existent pas, la population croit que les dieux existent, et les puissants savent que les dieux sont utiles. Et donc, tu Oui. utilises la religion pour manipuler, pour faire ton truc derrière. Business. Et de temps en temps, tu as un mystique qui arrive au pouvoir. Et regarde, le moustachu en Allemagne dans les années 30, c'était un mystique. Le mec, il est arrivé avec ses qualités et ses défauts, mais à un moment, il est parti en vrille.
Il a attaqué le monde entier, il est devenu fou, quoi, quelque part. Parce qu'il avait ce côté mystique où, voilà, la race allemande allait dominer le monde parce que c'est tout, c'est la meilleure, c'est la plus forte, donc elle va dominer. Et au bout d'un moment, ça marche pas comme ça. Il y a de l'industrie, et c'est ce que aujourd'hui, je crains que beaucoup d'Américains ne se rendent pas compte. Oui, C'est que quand justement ils regardent la Chine et qu'ils se disent, alors d'un côté, je fais un pas de côté, d'un côté, ils disent attention, la Russie c'est un danger, mais en fait, la Russie, elle a été obligée de choisir une stratégie d'attrition et de victoire lente contre l'Ukraine. Donc, elle n'aurait pas les capacités, comme nous le font croire ces abrutis, qu'elle pourrait envahir l'Europe, ces conneries, c'est pas possible. Mais les États-Unis se sont convaincus qu'ils ont une force militaire incroyable, surpuissante, alors que je regardais l'autre jour, ils faisaient un défilé militaire, ils ne savent même pas marcher, hein. Ils ne savent pas marcher en ordre. Alors que c'est la base, et c'est pas parce que c'est utile, c'est parce que c'est un truc qui structure le fonctionnement d'une unité militaire de marcher. Donc ils n'étaient même pas capables de marcher. On aurait dit des clochards, en plus tous un peu obèses comme moi, tu vois, avec un gros bide et tout, qui se baladent. Et tu dis, et ça c'est l'armée américaine. Ils ont la moitié des bateaux fonctionnent pas. euh, la plupart des matériels ils sont obsolètes. Ce c'est qui est surtout normal quand la capacité de production des munitions, c'est là où et c'est voilà, délirant, quoi. C'est et délirant, j'allais quoi. y venir, la capacité de production n'est plus capable d'augmenter, déjà parce que le personnel, il est nul, enfin, c'est-à-dire l'ouvrier américain, d'abord, tu sais pas quelle langue il parle, donc tu comprends, tu sais pas comment tu lui faire expliquer ce que tu as besoin de faire, et ensuite, parce qu'aujourd'hui, l'ouvrier américain, il vient de Somalie, il vient du Nicaragua, de je sais pas où, et donc, est-ce qu'il bosse bien? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il va se dire, ouais, on aide à l'effort de guerre américain? Je pense qu'il en a rien à branler. En plus, il y a plein de Chinois, il y a plein d'Iraniens, il y a plein d'Arabes. Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la guerre, quoi. L'autre chose, c'est que la capacité purement massive, directe de production, tu vois, le Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est fait écrabouiller par les États-Unis, mais écrabouiller. Au début, c'était spectaculaire, ils ont fait Pearl Harbor, ils avaient un petit avantage comme ça de timing, mais l'industrie américaine était tellement monstrueuse, elle produisait De ouf. euh, 10 fois plus que le Japon. Ouais, mais Et donc ouais, le Japon s'est Ford, fait là, écrabouiller. quand tu vois Ford Ouais, et tous les deux autres usines, c'était ouais. phénoménal. C'est Et puis tous incroyable. les chantiers navals, donc la production navale américaine a été 10 fois plus grande que celle du Japon. Donc à 10 contre 1, tu te fais écrabouiller. C'est un peu comme dans, enfin, je sais pas, dans n'importe quoi, tu te fais Ouais. écrabouiller. Bon, le rapport de production, j'ai vérifié le rapport de production navale, de fabrication navale de la Chine par rapport aux États-Unis, il est de 400 à 1 aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu veux faire la guerre à travers le Pacifique contre un pays? C'est-à-dire aujourd'hui, la flotte chinoise, elle va arriver, enfin, la flotte chinoise et la flotte américaine elles vont s'annihiler. Et ensuite, la Chine va fabriquer une deuxième flotte, pendant que les États-Unis vont à peine commencer à mettre des bateaux sur cale, quoi. Donc c'est fini. Et c'est le même ratio sur les missiles. Aujourd'hui, les Chinois rigolent. Ce que j'entends, c'est qu'en gros, ils te disent, tu sais, les missiles, euh, les missiles comment dire, hypersoniques que construisent la Chine, sont fabriqués dans des usines où il n'y a personne. Pour éviter les sabotages, pour éviter le bordel, c'est la fameuse usine où tu as juste un type et un chien. Le boulot du type, c'est de nourrir le chien, et le chien, c'est de mordre s'il y a quelqu'un qui touche à quoi que ce soit. Et en fait, ils fabriquent des missiles 24 heures sur 24, nuit et jour, 7 jours sur 7. Et je ne sais pas combien ils en ont de ces usines, mais ils peuvent en fabriquer autant qu'ils veulent. Donc, heureusement que la Chine n'est pas d'une culture expansive, c'est-à-dire eux, Oui. ils détestent envahir le monde. C'est pas les anglo-saxons. Quand tu vois tu sais, par exemple, c'est un truc rigolo. Je vais encore faire hurler les gens, mais en 1930 ou 1940, on va prendre 1940. Si tu regardes une carte du monde, tu as l'Empire britannique qui a à peu près 30% du territoire de la planète et qui disent c'est inacceptable l'expansionnisme allemand. Et heureusement que les Chinois ne se réfléchissent pas comme des Britanniques, qu'ils n'ont pas une culture. Bon, bah, les Britanniques, on sait, c'est des pirates. Moi, je les trouve rigolos, hein, t'as pas intérêt d'être sous leur bottes, mais ils sont rigolos, les mecs, ils vont piller les galions espagnols, ils en ont rien à foutre. Mais
Mais les Chinois, non. Les Chinois, ils veulent avoir leur empire. Ils ont leurs montagnes, l'Himalaya, le désert du Gobi. Dans le nord, il fait froid. Ils ont la mer. Ils veulent peut-être encore deux, trois petites îles parce que c'est stratégique. Mais après, c'est tout. Parce que après, ils veulent faire du business. Ils envoient des marchands à Singapour, à Vancouver, Partout, etc. ici, à Panama, au fin fond de Panama, t'en Ouais. as partout, Mais Costa Rica. ils veulent surtout pas dominer, conquérir. Tu vois, par exemple, je raconte une blague, mais je pense pas que c'est une blague. Au 15e siècle, les Chinois avaient une flotte gigantesque de Zheng He. L'amiral Zheng He avait des bateaux qui faisaient 100 mètres de long. Enfin, c'est des trucs énormes, des jonques gigantesques. Quand tu vois que, par exemple, la Santa Maria de Christophe Colomb, elle faisait 25 mètres ou 30 mètres de long, tu as des bateaux trois fois plus grands, trois fois plus larges, etc. Et qui ont sillonné à travers tu vois, les Indes, enfin, les Indes du Pacifique, enfin, ils sont allés jusqu'en Inde, Malabar, la Birmanie, ils sont allés même jusqu'en Afrique. Et quand ils sont arrivés en Afrique, bah, ils ont dû voir les Africains. Et à un moment, ils se sont dit, ils en ont même ramené quelques-uns en Chine. Et à un moment, ils ont dû se dire, bon, si on continue à aller dans le monde entier, on va être rempli de gens comme ça. Donc, ils ont brûlé les bateaux, ils ont coulé tout le monde. Bon, ils n'ont pas castré l'amiral, il était déjà castré avant. Mais ils ont mis tout le monde à pied et ils ont dit, bon, c'est fini. On va pas se faire chier avec les gens. Le Japon, c'est pareil. Les mecs, ils savent naviguer, hein. Puis à un moment, ils se sont dit, ouais, non, mais je crois qu'on va rester entre nous. Alors, ça leur coûte cher parce qu'à un moment, les étrangers, ils arrivent. Et la Chine, ça lui a coûté cher. Et le Japon, quelque part, lui a coûté cher aussi. Pas autant qu'à la Chine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des expansifs. Et donc, c'est bien parce que c'est pas des mecs qui vont nous mettre. C'est pas des mecs qui vont venir planter leur drapeau dans notre jardin en disant maintenant tu bosses pour nous. Ils vont nous faire bosser pour nous contre des cacahuètes. Ça, c'est autre chose. Ils vont nous fouetter. Ils vont nous dire mais t'as pas assez bien bossé. Derrière Regarde. le crédit social. Oh, ton crédit. C'est ça. Donc ils seront redoutables. Mais en même temps, on est costaud, on a des plus gros zizi qu'eux, donc on va pouvoir se vendre à leurs femmes. Je sais pas, on va trouver un truc, parce qu'on est créatifs, les Européens. Donc tu vois, on est comme l'Africain avec une grosse bite, mais en plus, on a un autre truc qui est gros. Donc l'un dans l'autre, on va se démerder, quoi. Et puis les Chinois, ils n'aiment pas les Africains, donc ils vont peut-être acheter l'Européen comme gigolo, je sais pas. Mais on va trouver un truc. Et je pense qu'on va pouvoir s'entendre. En tout cas, en tant qu'Italien, j'ai pas peur parce que à la base, même si je suis suisse, mais à la base, je suis italien. L'Italien, il n'a jamais eu peur des étrangers, il est capable de dealer avec. Je dis, ah, tu veux venir chez moi, viens, on va manger, ciao. Et puis ensuite, on fait ce qu'on veut, quoi. Il y a plein de cultures comme ça. Les Hongrois, ils sont comme ça, ils en ont rien à foutre. Les Tchèques, ils en ont rien à foutre. Bref. Mais tu vois, l'Allemand, il va être un peu plus stressé, l'Allemand, quand les Chinois vont arriver chez lui en disant, bon, tes bagnoles, c'est de la merde, laisse tomber, je vais faire mes trucs moi, ou ta chimie, laisse tomber, on va venir avec nos usines à nous, elles sont bien meilleures. Là, l'Allemand, il va stresser un peu, il va se dire, ouais, mais je vais faire quoi? Tu vas faire des saucisses. Il va dire, ouais, mais bon, c'est déjà les Turcs qui font ça, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Donc, il va y avoir des changements stressés et stressants. Mais la Mais Chine me fait pas peur, en tout cas. Enfin, je sais pas si c'était la question. non, on en était au fait que je pense on va couper cet entretien en plusieurs morceaux. Euh, Comme tu veux. on était au fait que en fait le truc incompréhensible, mis à part que c'est juste des déclarations, c'est la prétention arrogante des États-Unis et puis de l'Europe qui n'ont pas d'usines, qui n'ont pas d'armée fonctionnelle, enfin en toute petite taille, qui n'ont Ouais, pas de toute petite. capacité de production et qui sont en train d'ouvrir grand leur gueule comme s'ils étaient il y a un siècle. Et tu les regardes faire et tu te dis, mais t'as regardé ce que tu avais dans ton slip, là, si t'as pas de parler de la bite, t'as envie de dire à Macron, Trump, ça, mais regarde regarde ce qui pend dans ton slip, mec, parce que ça va pas bien dans ta tête, quoi. C'est irréel, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pu, des missiles qui peuvent pas arrêter, mais on va bombarder, alors qu'on sait que l'Iran donc, a fait la preuve qu'ils avaient des missiles hypersoniques, ça passe au travers de n'importe quoi. C'est impressionnant. C'est les seules vidéos que j'ai aimées. C'est, tu vois les fusées classiques partout, là, c'est un sympa de Noël, et tout d'un coup, au milieu de nulle part, comme ça, en 2 secondes, tu vois l'hypersonique taper le sol, et tu te dis, mais là, Trump hier, mais tu mec, réveille-toi, tu vois. Trump Dès change d'avis tous les jours. Et j'ai pas encore compris si c'est une technique de négociation où, en fait, comme tu es cinglé, imprévisible, il est cinglé. tu sais pas. Ou alors si tu es juste, t'as 80 piges, quoi. Ouais, non, non, corrompu, il est corrompu. Je sais pas. C'est Il est impossible de dire assez incroyable, pour hein. moi. Ouais, Je n'arrive pas. En tout cas, le résultat, c'est que quand tu attaques un pays qui peut se défendre,
Après, tu as l'air un peu con quand il se défend, quoi. Et surtout, ce qu'évidemment, il y a une censure maintenant qui s'est mise en place, comme on disait au tout début, c'est que une censure sur les images et sur les faits, c'est une chose, mais derrière, il y a le calcul financier, parce qu'on l'avait déjà vu l'année dernière en avril. La défense contre une salve de missiles ou de drones bon marché, c'était l'année dernière, parce qu'il y avait eu Un un jour de milliard. Ouais, un attaque, c'était milliard. 1 milliard. Ouais. C'est en fait les lanceurs, je crois que c'est 150 ou 200 000 $ le bordel qui décolle. Et en face, c'est 20 000 $, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un Ouais, rapport de ouais. 1 à 10 ou 1 à 15. Donc, Facilement, même probablement plus. Et et ce donc qu'ils ont là, fait, et je ne sais pas si tu les stratégies, parce que c'est des stratégies économiques. Donc, le truc que j'ai plus aimé, a priori, c'est donc, ils attirent les avions israéliens en Iran, donc ils balancent les bombes. Donc, ils ont sorti des faux lanceurs avec, avec des faux missiles. Ils ont des vrais lanceurs avec des faux missiles. Donc l'aviation arrive, déglingue tout. Donc après, ils rentrent au pays. Et pendant qu'ils rentraient, parce qu'il n'y a plus de kérosène, là, ils ont sorti les vrais missiles, ils ont balancé. On arrive avec des stratégies, un mix mi-militaire, mi-économique, des calculs. ouais, C'est une guerre de l'information et de il y a ça. l'économie. C'est incroyable. Il y a évidemment la finance, parce que parce qu'en fait, le problème le problème de la guerre, c'est que tout le monde est fasciné par l'aspect tactique et Dé- spectaculaire qui Destruction. est, Destruction. qui est l'aspect destruction, l'aspect gadget, l'aspect tel truc est capable d'aller à telle distance, est capable de porter tant d'explosifs, tant de machins, est capable de détruire tant de trucs, etc. Tout ça, oui, c'est tout à fait juste, c'est spectaculaire, c'est intéressant, et on peut admirer la prouesse des services secrets. Bon, là, ils se sont fait choper, hein. Oui. On a vu des. Bon, bref, je pense qu'ils vont passer un mauvais moment, là, les mecs. Mais enfin, les Iraniens qui ont bossé pour les Israéliens, là, ils vont. Bon, bref, là, c'est comme ça. Et donc, mais derrière, tu as des ratios mathématiques. C'est-à-dire que pour chaque avion, pour chaque heure de vol, il y a tant d'heures de maintenance. Pour chaque bombe qui est lancée, tu as de l'usure sur la carlingue, tu as de la nécessité de la produire, cette bombe. L'usine, elle est où? Elle est aux États-Unis, mais combien ils arrivent à en produire? Pendant combien de temps? Et au bout d'un moment, tu te retrouves, et c'est arrivé dans plein de guerres, en 1914, tout le monde est parti à la fleur au fusil. Puis en fait, en décembre 1914, début janvier 1915, il n'y avait plus de munitions. Et donc, toutes les armées se sont un petit peu arrêtées. Et à un moment, ils se sont dit, bon, peut-être que c'est le moment de faire la paix. Et puis les financiers ont dit, non, non, mais nous, on est prêt à financer tout le monde pour des nouvelles usines, pour fabriquer plus. Allez, Et au évidemment, boulot, les les gars. industriels, ils ont dit, bah alors dans ce cas-là, on vous garantit les munitions. Et la boucherie a duré 4 ans enfin 3 ans supplémentaires. Donc, toutes ces ratios mathématiques, combien de drones t'envoies, qui coûtent tant, que tu arrives à fabriquer à tant d'exemplaires par jour, par semaine, face à une défense aérienne, et ça fonctionne des deux côtés, qui est capable. Donc, tout ça, c'est des ratios que aucun journaliste et aucun spectateur lambda dont Ouais. personne n'a conscience de ça. Mais les gens qui font la planification, s'ils sont intelligents, eux, ils le savent. Et à un moment, ils vont voir les décideurs militaires ou politiques en disant, voilà, on est capable de faire ce qu'on est en train de faire pendant X semaines, puis après, c'est fini. C'est ce qui, et c'est ce qui peut t'amener à faire des décisions très, très connes. Par exemple, l'industrie japonaise en gros, a dit à l'armée et à la marine japonaise en 1941, on a 6 mois d'essence. Pendant 6 mois, on peut vous garantir la production industrielle, le machin. Après, c'est fini, parce qu'ils étaient sous embargo des États-Unis. Et donc, leur idée, c'était il faut vite conquérir le Pacifique, vite détruire la flotte américaine, et on a 6 mois pour faire ça. Et ils y sont presque arrivés, mais à la fin, ils se sont fait, ça n'a pas suffi, ils se sont fait écrabouiller. Mais donc, il y a un moment où le décideur politique et militaire, il va dire, on a 3 semaines pour faire le boulot. Après, on est dans la merde. Et comme ils vont pas y arriver en 3 semaines, personne va y arriver en 3 semaines. Le monde est pas possible. L'Iran, c'est quand même un immense pays. Enfin bref. Euh, Au bout de 3 semaines, tu dois prendre des autres décisions. Alors, soit tu dis, ouais, j'ai joué, j'ai perdu. Je crois pas qu'ils vont aller dans ce genre c'est pas leur philosophie. Donc, dans le genre, je pars en fuite en avant, ça peut aller dans des trucs. Et là, les États-Unis, tu sais pas si en fait ils jouent ce jeu-là en disant le jour où les mecs te disent bon, bah maintenant c'est la fuite en avant et les mecs qui te disent non, on vous a soutenu pendant 3 semaines, mais on savait que. On pensait que ça allait réussir, mais comme ça n'arrive pas, maintenant vous êtes obligés de nous obéir. Et ils reprennent le dessus.
Ou alors ils sont complètement inféodés et en fait c'est eux qui vont devoir aller au turbin. Ça pourrait commencer ces prochains jours. Et en fait c'est eux qui prennent le relais parce que 200 avions, quand ils disent 200 avions israéliens ont bombardé l'Iran, moi je fais mon calcul, je me dis ouais, 200 les premiers jours, puis ensuite 100 la semaine, la deuxième semaine parce que après le tempo il est obligé de ralentir. Puis au bout Il de y a la plus troisième semaine ils c'est ont tous. 50. Et puis il y a plus d'essence, ils ont cramé Et, et la à partir raffinerie. de, et sauf que à partir d'un certain nombre Ouais. tu es plus capable de faire rien du tout parce que tu as besoin d'un certain volume pour saturer un volume un volume du ciel, quoi, un volume aérien. Et donc, tu vois, c'est un peu comme si, je sais pas, si je te donne un coup de poing, bon, ça fait mal, mais c'est pas grave. Si je t'en donne 100, t'es KO. Mais si je suis pas capable de t'en donner 100 et que je peux que t'en donner un, bah, toi, tu auras le temps de te défendre, de courir, de te préparer, de te prendre un couteau. Enfin, donc, en fait, tout ça, ça doit être calculé et c'est là où les planificateurs militaires, et j'ai aucun doute que les Israéliens, autant que les Américains, ils sont tout à fait au courant de tout ce qu'on vient de dire, et même avec le détail, évidemment, Avec des ici. ordinateurs énormes pour tout calculer les options. Mais le pouvoir politique ou les quartiers généraux, pour des raisons de psychologie ou de politique, ils peuvent ne pas du tout les écouter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quelqu'un a dit, bon, Bonaparte ou Adolphe, je sais que l'hiver en Russie, c'est froid. Et on a fait nos calculs, ça va pas, on va pas y arriver en 2 mois. Il va falloir plusieurs années. Et on n'a pas les stocks de vêtements et de matériel pour l'hiver. Donc il faut pas le faire tout de suite. Il faut attendre au moins qu'on fabrique ces stocks. Et à un moment, le mec a dit, j'en ai rien à foutre, j'y vais quand même. Alors, je vais Bon, faire un petit bémol sur Napoléon parce que c'est quelque chose, c'était une des plus grandes surprises de ma vie. Il y a quelques années, je me suis mis à étudier le climat quand il y avait les conneries là, qui ont démarré, là, je sais pas, 5 ou ouais, 6 ans. Et en fait, parce que le carbone est comme une grosse blague, mais par contre, il est vrai qu'il y a des variations de température et de carbone en fonction des spots, des sunspots par exemple. Il y a ouais. on obtient des chiffres et des corrélations, et c'est important parce que ça génère ensuite les profils de récolte, les matières premières, ça génère de l'inflation ou de la désinflation. C'est pas mineur comme impact économique. Et donc après, je suis tombé sur un graphique, j'aurais cher le poule, moi je te le dis, parce que c'était assez hallucinant, sur 400 ans. Parce on a pas mal de data en fait sur le climat qui est remonté, notamment avec tout leur système de carottes et de machin. Il y a quand même des mecs qui ont documenté, sans la propagande moderne du climat et des impôts, qui ont documenté le climat. Il y a quand même des mecs qui se sont pris la tête assez profondément. Et donc, je suis tombé sur un graphique sur 400 ans. Accroche-toi bien. Le point le plus bas du refroidissement, parce qu'on a... Ah oui, puis aussi, genre l'homme crée du réchauffement, du refroidissement. Non, il y a des cycles de refroidissement en fonction du soleil, en fonction de tout ce que tu veux. Le point le plus bas du refroidissement naturel de la planète est l'année où Napoléon est parti en Russie. Il est parti, moi je croyais qu'en fait il avait fait le compte, mais quand tu regardes, il est parti en mai ou en juin. Donc il s'est donné les meilleures chances d'aller en Russie au moment où il n'y avait plus la boue, le machin, c'était en train de sécher. Et en fait, il neigeait, je crois, en juillet, en 1812, l'année où il y a été. Et c'est sur 400 ans, le mec, Ah, sur 4 siècles, il y avait un été où il a fait froid, voire il a neigé. C'est là où il bon, y a mais été. c'est aussi que bah, c'est sûr que il a attendu 1 mois à Moscou que les Russes se rendent. Ils se sont pas rendus. Au bout d'un moment, bon, il n'était pas con. Hein, au bout d'un moment, il s'est dit, l'hiver va arriver, on va partir. Et effectivement, c'est un hiver froid, Non, c'était une année froide, en fait. C'était une une année année sans froide. Oui, oui. été. Et c'est la seule année sur 400 ans. Et tu te dis, attends, Napoléon, le grand génie, le machin, comment? Parce que Il y comment a eu est-ce que... en tout cas, 1815, quand il y a Waterloo, c'est un volcan qui a créé un été de merde pluvieux et donc il ne pouvait pas avancer avec ses soldats dans la boue avant l'après-midi et c'était trop tard. Ouais, mais c'est là que tu te dis, il y a des décisions, c'est pas forcément que la folie humaine. Parce que Oui, bien sûr. il y a les systèmes énergétiques derrière. Parce que tu t'inspires pas à Napoléon. Enfin, je veux dire, s'il avait été connecté ou protégé par le système énergétique, on lui aurait dit, Coco, tu, tu peux pas faire pire. Tu regardes Voilà. 400 ans, tu peux pas faire pire. Donc, c'est assez saisissant. Mais bref, je fais une partie. Non, non, mais t'as raison. La folie humaine et la planification économique. euh, et donc, attends, parce que moi, il y a un truc sur lequel je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que oui, ils savent qu'ils vont au casse-pipe, ils y vont quand même. Alors, moi, ce qui m'est venu quand tu disais tout ce que tu racontais par rapport à la planification, euh, moi, je me demande dans une certaine mesure si la Chine n'est pas directement intéressée. Je me demande si ce n'est pas un piège de la Chine. J'ai eu, depuis le départ, je tilte sur.
elle a ouvert sa gueule une seule fois, grosso modo, sur cette histoire de Gaza. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, en fait? Eux qui parlent jamais, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Et donc, je me suis dit, en t'écoutant, mon hypothèse se confirme, qui est que la Chine est derrière tout le merdier, parce que si elle attire les États-Unis qui se défoncent la gueule, parce que leur planification, tout le monde sait que ça va pas le faire. Tu peux pas alimenter l'Ukraine et derrière te repartir en guerre contre l'Iran, alors que tu n'as pas de capacité industrielle, puisque tout est en Chine. Ils n'ont plus aucune capacité industrielle. Donc l'intérêt de la Chine, c'est directement que les États-Unis viennent aux côtés d'Israël pour se foutre sur la gueule sur l'Iran. C'est un intérêt direct. Possible, mais comment le Bah, je substantifier? pense qu'on va peut-être le voir dans Peut-être, le mois qui vient. Et, peut-être. parce que ça n'a ni queue ni tête, comme tu disais, ça n'a ni queue ni tête. À part parce qu'ils sont redoutables, ces putains de Chinois. Tu sais qui c'est? Ah oui, oui, ils sont redoutables, oui, oui. Ah ouais, ils sont pleins. Les mecs, ils pensent à 10 ans, 20 ans. Ils achètent de l'or comme des malades de l'autre côté. Ils sont quand même à la manœuvre. Ils gèrent ce truc-là. La dernière fois qu'on s'était parlé, on n'y voyait pas très clair parce qu'il n'y avait pas. Mais là, aujourd'hui, on a quand même vachement plus de marqueurs. Ils sont à la manœuvre. Ils ont acheté comme des bourrins de l'or. On sait maintenant que c'est eux. On a les contrats. Les données ont fini par sortir dans le Financial Times, je sais plus où, avec les contrats futurs, avec les positions. On avait couvert les positions ouvertes. Clairement, c'est la Chine qui rase tous les stocks d'or physique. Donc, ils sont à la manœuvre sur le côté Oui. monétariste. On ne sait pas ce qui branle quoi, mais c'est eux qui sont à la manœuvre. Euh, Ils sortent de nulle part pour Gaza, machin. On va voir. Mais c'est peut-être la fin de l'Occident. Ils sont peut-être en train de saisir une Ah, ça, opportunité. pour moi, c'est une évidence. Ouais. L'Occident est mort, enterré, euh, ce qui est une bonne chose parce qu'il pourra renaître. Tu peux pas renaître tant que t'es pas mort. Enfin, il y a un côté. Moi, je ne crois pas dans la réincarnation littérale, hein, mais il y a un côté où tu es obligé de subir pour être dans le renouveau. Aujourd'hui, l'Occident est un truc dégoûtant, très, très honnêtement, hein. On est, enfin, et voilà, l'Occident, on est moche, gros, mou, euh, en train de faire énormément de concessions morales dans tous les sens. On Pire, accepte on tout, a inversé les valeurs en fait. C'est-à-dire on a qu'on inversé valorise les le valeurs, mal, on valorise le mal et on totalement. casse le bien. On a Donc, été subverti de l'intérieur et, euh, et la question est depuis combien de temps en fait. Mais bon, en tout cas, moi, ça fait, tu sais, 15 ans que j'avais écrit ce bouquin et j'avais commencé à y réfléchir en 2003-2005. Le premier bouquin qui a eu beaucoup de succès là, et qui expliquait qu'il n'y a pas de voie d'issue, c'est pas possible, on va se viander. Alors, ça ne veut pas dire le monde entier va se viander, mais l'Occident, il va devoir planter. Ça va coûter très cher en termes de vie humaine, de destruction, de souffrance, mais c'est que par ça qu'on va pouvoir redémarrer parce qu'on va devoir reprendre les fondamentaux, c'est une évidence, les fondamentaux humains, biologiques, physiques, mentaux, sur lesquels ensuite on va bâtir les nouveaux fondamentaux structurants pour une société qui soit politique ou de préférence éthique, à mon avis, parce que la politique est à mon avis, c'est une erreur, c'est une illusion, et que l'État est une vue de l'esprit qui nous emprisonne parce qu'on la transforme dans un truc réel, alors qu'en réalité, ça devrait même pas exister. Mais voilà, c'est un long processus. Il n'y avait pas d'État hein, il y a 100 000 ans, quand on était des chasseurs-cueilleurs, pendant je des, crois des pas à centaines ça. Ah, je d'années, il pense n'y que, avait pas d'État, hein. moi, je pense pas à ce que tu dis. On était libre. Moi, je pense qu'on était libre. Je pense pas ce que tu dis. Je pense qu'il y a 100 000 ans, on n'était pas des chasseurs-cueilleurs. D'ailleurs, on a des preuves de plus en plus formelles qu'il y a 100 000 ans, on était peut-être bien plus avancé que l'on est Ah, aujourd'hui. d'accord. OK. C'est une vaste discussion, mais Mais, il y a des mais, cycles. Mais je ben parle d'un juste, moment du cycle où on était chasseurs-cueilleurs. je pense au contraire que ce que tu viens de dire pour juste l'Occident, c'est applicable pour les civilisations, en fait. Donc là, ça fait 5, 7, Ouais. 8 000 ans. Avant, il y Ouais. avait l'Atlantis. Avant, il y avait à Hawaï, là. Avant, on ne sait pas quoi. Parce qu'en fait, il semblerait que les pyramides, soit ça vient de. Je me souviens plus de la civilisation à Hawaï. Je me souviens plus du nom, mais a priori, les pyramides correspondent à leur âge. Mais c'est que. Si tu te demandes, est-ce que les dinosaures avaient de la conscience ou pas? Ouais, je veux dire, moi, mon J'y sentiment, étais pas. c'est la Faudrait théorie de qu'on demande Matrix. à... Non, mais c'est la théorie de Matrix, c'est-à-dire que ça se trouve, ça fait 100, 200, 300 fois qu'on joue au même jeu, qu'il y a des petites morts et des petites résurrections à l'intérieur des systèmes, mais que les systèmes eux aussi meurent et renaissent dans différentes formes. faut qu'on demande à Michel Drucker qui nous explique comment c'était à l'époque des Pourquoi? dinosaures.
Voilà. Mais Bref. Donc, non, ça fait bref, partie du game. on rentre dans une période de difficulté. Tu peux te dire, j'ai pas moyen de me barrer, je reste et je me prépare pour faire face et surfer le tsunami. Tu peux aussi te barrer, hein. Tu peux aussi partir dans des lieux qui seront peut-être épargnés. Il faut pas se louper. C'est pour ça que j'ai une formation sur mon site sur comment réfléchir aux points essentiels de l'expatriation, parce que elle ressemble beaucoup. J'ai trouvé que la tienne est excellente aussi là, sur elle s'appelle les 10 Les, points. Là, non, les 3 S. les 3 Ah, S, pas les 10 S. Moi, j'ai 10 éléments de j'en avais 8 moi. 8 fois une réflexion, heure. mais voilà, les 3 S, elle est très bien. Elle est très, très bien et elles sont complémentaires, ces formations. La mienne est moins chère. Je dis pour On l'été, va parler. Vas-y, tu la continue. vends pour moi. Mais, Ah, mais, ouais. le, clairement, notre décision, elle est à nous. Et tu as raison, peut-être on est plus ou moins dirigé, on est plus ou moins protégé ou pas dans la vie. Mais on va passer des années spectaculaires. Enfin, là, je discutais avec, tu connais peut-être Michel Drac, je discutais avec lui aujourd'hui, parce qu'on va faire un truc ensemble bientôt, et on disait, mais c'est des années incroyables. Regarde Ouais. cette semaine qui vient d'écouler. C'est juste dingue. Dingue, Euh, dingue, dingue. c'est dingue au niveau de la propagande, c'est dingue au niveau des images, c'est dingue au niveau de ce qui se passe, de comment les gens réagissent. C'est fascinant, c'est fascinant. On C'est s'ennuie dingue. pas, quoi. Ouais. Ouais, on rentre en période de reboot et ça va durer 10 ans. Et tiens aussi pour terminer, parce que je veux vraiment on va parler de ta vie perso, on va faire une autre vidéo. Je pense, tu sais que j'ai splitté maintenant. Ah, bah, J'ai split alors. enlevé. Non, non, mais j'avais Esprit Argent qui est pognon et moi j'apportais pas mal de pollution avec tous mes thèmes perso, l'expat, le machin, le bordel. Donc maintenant, je vais garder Esprit Argent, toi, en géopolitique. Là, par exemple, on a abordé la guerre sous un angle. Rarement on peut voir des contenus comme tu as parlé, c'est-à-dire de l'angle un peu économico, équation, production. La guerre, c'est que ça et un nombre de jours, c'est que des planifications et les gens se perdent dans le non essentiel. Mais la guerre, c'est exactement ça, c'est la Ouais. planification. Donc ça aura sa place sur Esprit Argent. Mais maintenant, j'ai un channel qui s'appelle Homme 2.0 qui est justement pour récupérer mes trucs perso. Et on s'est pas parlé depuis J'ai vu. longtemps. On va faire une vidéo plus perso et puis on publiera la vidéo économique sur le channel économique, la vidéo perso et tout ce que tu fais sur le perso. Mais comment je voulais dire? Je me suis perdu du coup. Tu disais? On va souffrir, comme on dit en Suisse, on va la roter. Non, c'est spectaculaire. Oui, c'est C'est spectaculaire. spectaculaire. Ouais, bon, j'ai pas eu le cas. On va mettre sous cette vidéo ton programme de survie et puis toutes tes coordonnées. Et puis, on va faire un nouvel entretien. OK? Très bien. J'étais en train de te dire un truc, mais je ne sais pas, c'est sorti de mon crâne, là. Je n'arrive pas à retrouver. Allez, à tout de suite. À tout de suite.